Bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous allons continuer. Nous arrivons un peu à la fin, petit à petit, de notre itinéraire sur la question de l'auteur. Qu'est-ce qu'un auteur? On a vu la question sous tous les angles, les mots, les personnes, mais nous avons finalement considéré tous ces éléments en regardant l'auteur un peu tout seul, finalement. L'auteur, comment il signe, comment il se nomme, comment il invente des images, comment il invente parfois sa vie, d'ailleurs. Et ce que je voudrais faire dans les 3 dernières séances, c'est-à-dire les étapes qui nous restent, donc je vous rappelle que la semaine prochaine, nous ferons une séance à la bibliothèque, donc jeudi prochain, je vous écrirai ça de nouveau par mail. Ce que je voudrais faire, c'est essayer de considérer ces auteurs avec d'autres auteurs. Donc c'est ce que j'ai appelé ici. Donc ça sera un thème que je vais, à plusieurs reprises, sur lequel je vais revenir désormais, ce que j'ai appelé les auteurs en réseau. Alors pourquoi j'emploie le terme de réseau? Bien sûr parce que c'est un terme qui pour le coup résonne avec notre âge contemporain, le réseau, l'interactivité, le lien, la relation. Et ce que je voudrais me demander, c'est est-ce que l'auteur médiéval doit être aussi défini par son interaction avec d'autres auteurs? Est-ce qu'on est auteur tout seul, finalement? Ou est-ce qu'on est auteur parce qu'on collabore, ou parce qu'on est concurrent avec, ou parce qu'on est complice? Il y a plusieurs manières d'être en relation avec d'autres personnes. Je voudrais poser la question ce soir sur la question des réseaux d'auteurs, donc les auteurs et avec d'autres auteurs, et je reviendrai sur cette question en réfléchissant au rapport avec les lecteurs, avec les commanditaires, parfois ceux qui demandent des livres, avec les diffuseurs, copistes, imprimeurs. Mais ce soir, c'est la question de l'auteur et des autres auteurs. Comment un auteur se construit-il avec les autres écrivains? C'est cette question-là que je voudrais poser. Alors si je pose cette question, un petit mot comme ça en introduction, c'est qu'en fait c'est une question d'aujourd'hui, au fond. Parce que l'auteur, la notion d'autorialité, qu'est-ce qu'un auteur? Elle a profondément changé, cette notion, au début du XXIe siècle. Donc, à l'heure où nous parlons, la question « qu'est-ce qu'un auteur ?» est ouverte, est posée, et elle ne se résout pas forcément par le singulier « qu'est-ce qu'un auteur ?» mais très souvent par le pluriel « qu'est-ce que des auteurs ?» d'une manière générale. L'auteur est-il unique ou en interaction? Au XIXe siècle, lorsque la notion d'auteur s'est diffusée dans les théories littéraires, la question était résolue ainsi: il y a un auteur avec une majuscule, en quelque sorte, avec un grand A, et l'auctorialité, c'est-à-dire le fait d'être auteur, c'était affirmer qu'on est unique, affirmer qu'on est seul, moi tout seul, en quelque sorte. Bon. Aussi, il était très important pour les auteurs de donner leur marque, de laisser une marque. La signature, les brouillons, vous voyez les brouillons de Stendhal, par exemple, ou ce genre de choses. Mais la question s'est complexifiée aujourd'hui. Elle s'est complexifiée parce qu'aujourd'hui, à la question « qu'est-ce qu'un auteur ?», on répond souvent par le pluriel. Il y a plusieurs écrivains qui sont souvent présents dans la création d'une œuvre. Alors, pourquoi l'auctorialité aujourd'hui est-elle multiple? L'écrivain, c'est plusieurs personnes. Finalement, l'auteur, c'est plusieurs personnes, à cause naturellement du développement de nouvelles formes de diffusion et de nouvelles formes d'écriture. Les médias collaboratifs, alors on peut penser à Wikipédia ou à d'autres formes, à des blogs, ont beaucoup fait pour faire évoluer l'idée que l'auteur n'est pas un être unique, mais qu'il peut être un ensemble, un groupe de gens, un réseau, finalement. Et vous avez des œuvres qui sont écrites par des réseaux d'auteurs, par des auteurs multiples. Alors, l'influence de ces médias ou de ces formes d'écriture en collaboration, les wikis, les blogs, vous voyez, ce genre de choses, cette influence, elle a bien sûr été remarquée par les sociologues d'aujourd'hui. Et c'est donc un peu sous ce signe, à travers cette méthodologie, que je voudrais lire la question de l'auteur au Moyen-Âge, en m'inspirant de manière parfaitement anachronique, mais que j'assume, de ce qu'on appelle la sociologie des interactions.
hein. Donc la sociologie des interactions, c'est une réflexion sur la construction des sociétés, en général, pas les auteurs seulement, mais en général, la construction des sociétés qui étudie comment les individus vont agir, créer par les interactions, c'est-à-dire dans des réseaux, des communautés qui expliquent leurs actions, qui expliquent éventuellement leur création si on est par exemple dans un domaine artistique. Alors la sociologie des interactions, c'est une discipline, si vous voulez, c'est une école, si on veut, qui a été lancée dans les années 70 à peu près par ce qu'on appelle l'école de Chicago, d'accord, donc aux États-Unis, par des sociologues que vous connaissez peut-être, comme Erving Goffman, par exemple, ou Anselm Strauss, qui sont des sociologues qui se sont d'abord intéressés aux gens en général. Hein. Comment nous en général, nous construisons nos comportements, nos manières d'être, nos manières de lire, nos manières d'écrire, si nous lisons et nous écrivons, en interaction avec d'autres personnes. Nous sommes influencés, nous nous construisons par rapport à, en concurrence, en compétition, ou au contraire avec des formes de complicité. Alors, les réflexions générales vous avez peut-être lu les livres de Goffman, hein, si ce n'est pas le cas, jetez un œil, c'est une pensée importante hein, aujourd'hui de cette réflexion sur les interactions. Vous savez qu'on est dans des sociétés où la notion de réseau et la notion d'interaction sont des notions essentielles, hein, centrales. Alors, les études de Goffman et Strauss portent sur les gens, la société, d'une manière générale, et en France, la sociologie des interactions, elle est incarnée dans certains philosophes ou certains sociologues, et c'est le cas en particulier de Luc Boltanski, qui est professeur notamment à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, hein, EHESS, vous voyez ici petite photo de Luc Boltanski au cours d'une conférence, c'était l'année dernière je crois, à Nantes, et Boltanski s'est beaucoup intéressé justement à cette manière que nous avons d'inventer nos comportements par rapport à autrui. Et c'est donc à partir de cette idée qu'on se construit par rapport à d'autres que je voudrais poser la question de l'auteur au Moyen-Âge. Est-ce que l'auteur au Moyen-Âge a besoin d'autres auteurs pour dire « je suis auteur » ? Donc, quel est le rapport de l'auteur et des autres écrivains hein, comment ils peuvent interagir les uns avec les autres. Alors, cette question est anachronique, mais je vais essayer de la poser en fait à trois niveaux, à trois moments aussi. Je vais essayer de la poser dans un premier temps au XIIe siècle. Pourquoi au XIIe siècle ? Pourquoi commencer par là ? Parce que c'est le moment où, pour le français, la littérature vernaculaire, donc la littérature en langue vulgaire, se développe et se pose la question aux auteurs qui commencent à écrire des romans, par exemple, qui commencent à écrire de la poésie, se pose la question, qu'est-ce que je suis ? Un auteur. Avant moi, il y a eu des modèles. Ces modèles, je me construis par rapport à eux. Comment je me construis par rapport à eux ? Donc, je voudrais réfléchir à la question de l'auteur et ses modèles, qui est parfois un rapport de hiérarchie acceptée, mais souvent un rapport de concurrence aussi. Donc, je voudrais regarder, ça sera mon premier temps, et puis ensuite sauter, voyager dans le temps, et aller au XVe siècle. Pourquoi le XVe siècle ? Parce que c'est le moment où, en français, se développe ce qu'on va appeler le débat littéraire, la querelle littéraire, où des écrivains vont s'opposer les uns aux autres. Et en s'opposant les uns aux autres, vont pouvoir dire « je suis écrivain, je suis auteur », mais pas le même auteur que mon contemporain. D'accord ? Donc c'est le moment où les écrivains entrent en correspondance, c'est le moment où se développent les débats entre écrivains, et c'est le moment où les écrivains réfléchissent aussi à des formes d'écriture multiples, d'écriture à plusieurs, qui ne sont pas évidemment Wikipédia, mais qui sont des choses intéressantes. Et je pense qu'on peut les regarder d'un œil nouveau avec la manière dont nous écrivons aujourd'hui à plusieurs parfois, dont nous sommes parfois auteurs à plusieurs. Alors, donc, une étape au XIIe siècle et puis ensuite vers le XVe siècle. Et pour cela, je vais donc m'appuyer sur quelques extraits qui se trouvent à partir de la page 39 de votre exemplier, 39 et suivante. Donc, je vous l'ai dit, la première étape que je vous propose, c'est d'aller
au début. Finalement, c'est très simple. Au début de la littérature en langue française, donc essentiellement au XIIe siècle, hein, c'est là où les choses bougent, je dirais, et je vais m'intéresser aux romanciers. Comment les romanciers se situent-ils par rapport aux auteurs, aux autres auteurs? Et plus précisément, comment les romanciers vont se situer par rapport à ceux qui, au XIIe siècle, on appelle des auteurs. Et au XIIe siècle, comme vous le savez, on l'a vu, le mot auteur est spécialisé pour les auteurs de l'Antiquité. On appelle auteur auctor en latin, Virgile, Ovide, Cicéron, Platon, bref, tout ce que vous voulez. Et ce que je voudrais regarder, c'est est-ce que le rapport aux auteurs de l'Antiquité est toujours un rapport hiérarchique, une sorte d'obéissance, on accepte le modèle, ou au contraire, est-ce que les auteurs en français créent des formes de concurrence, de compétition, d'écart avec le modèle qui permettent de dire « moi je n'écris pas comme les autres » et donc d'affirmer la position d'un auteur singulier. Alors, pourquoi je choisis le romancier? J'aurais pu prendre le poète, l'homme de théâtre, j'aurais pu prendre d'autres genres, mais je vais choisir le romancier pour une raison simple, c'est que, qu'est-ce que c'est qu'écrire un roman? On l'a déjà vu, hein. Au début, alors qu'est-ce que c'est? Dites-moi, qu'est-ce que c'est écrire un roman? Bon, concrètement, au XIIe siècle, hein, pas aujourd'hui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit en roman? Ça veut dire quoi, écrire en roman? On écrit en langue romane. Exactement, on écrit en langue romane, sous-entendu pas en latin. Donc le romancier, souvent, c'est un traducteur. Bon. Donc il n'est pas en position d'auteur, au sens où c'est pas toujours lui qui invente l'histoire qu'il va raconter, il s'inspire d'autres sources, parfois des sources antiques, et donc c'est pour lui, plus que pour d'autres écrivains, plus que pour les poètes, par exemple, que se pose la question, est-ce que je suis un auteur? Ou est-ce que je ne suis qu'un collaborateur, au fond, que quelqu'un qui traduit et reprend et réécrit après des auteurs de l'Antiquité prestigieux. Donc est-ce que voilà, je ne suis que la suite finalement d'une longue collaboration ou est-ce que je peux m'affirmer auteur? Alors, poser cette question pour le romancier, c'est, je dirais, y réfléchir et ceci à travers plusieurs stratégies. Les romanciers vont toujours dire « je m'inspire de », mais il y a des manières de mettre à distance les sources, de mettre à distance les auteurs, de dire « je ne suis qu'un simple traducteur, mais je suis tout de même en concurrence, ou du moins différent de mes sources ». Alors je vais citer deux stratégies qui permettent aux romanciers de s'affirmer en tant qu'auteur, et c'est des choses dont on a déjà un petit peu parlé, que certains d'entre vous connaissent bien. Première stratégie, que j'appelle ici stratégie numéro 1, mais il y en aurait d'autres, hein, je n'ai pris que deux, hein, bon, c'est de dire « je m'inspire d'un livre ». Donc, je ne suis pas un inventeur, j'ai trouvé un livre, il y a un auteur avant moi, donc je prends la suite, je suis un collaborateur, je traduis, j'arrange, je réécris. Et alors, la stratégie, c'est de dire, j'ai trouvé ce livre dans une bibliothèque, où personne ne l'avait trouvé avant moi. Donc, et bien sûr, dans cette bibliothèque, on ne sait pas du tout si le livre est vraiment là. C'est-à-dire que c'est une sorte de stratégie de dire, bon, je ne suis pas vraiment auteur, j'ai trouvé un livre dans une bibliothèque, mais en même temps de cacher ce qu'est ce livre, de ne pas nous donner son titre, de ne pas toujours nous donner son auteur, précisément. J'ai trouvé un livre que personne ne connaissait. Alors, je n'ai pas vraiment inventé l'histoire, mais en même temps, personne ne vous a raconté avant moi l'histoire que vous allez entendre. Car ce livre-là était un livre caché, un livre perdu, ou que je suis le premier à avoir trouvé. C'est une manière de dire à la fois, je ne suis pas vraiment un auteur, je n'invente pas tout, et en même temps, en brouillant la question des sources, en ne nous disant pas quel est ce livre, y en a-t-il même un? On ne sait pas, peut-être que c'est un livre fictif. Bon. De nous dire, mais quand même, c'est moi qui ai inventé cette histoire. Alors, cette stratégie, on la trouve par exemple sous la plume de Chrétien de Troyes. Dans son deuxième roman, Cligès, qui est un roman que Chrétien
écrit dans le dernier quart du XIIe siècle, c'est-à-dire vers 1175 à peu près. Au début de ce livre, Chrétien III écrit un prologue. Quelle est l'histoire que je vais vous raconter? En suis-je l'auteur? Voilà, c'est les questions. Et il nous dit, ce n'est pas moi qui ai inventé cette histoire. Je l'ai trouvée dans un livre qui se trouve à la bibliothèque de Beauvais. Beauvais, c'est une ville au nord de Paris. Si vous prenez l'avion et vous prenez la compagnie Ryanair, vous connaissez l'aéroport de Beauvais, parce que c'est là où se trouve cet aéroport low cost, n'est-ce pas? Bon. Alors à Beauvais, il n'y avait pas Ryanair au XIIe siècle, mais il y avait une bibliothèque, la bibliothèque de la cathédrale, et Chrétien III nous dit, c'est là où j'ai emprunté le livre là. Et dans ce livre, il y avait l'histoire que je vais vous raconter. Alors, évidemment, ça a beaucoup intéressé les chercheurs qui ont fait des recherches dans les livres de la cathédrale de Beauvais, pour savoir, est-ce qu'il y avait vraiment un livre que Chrétien III a emprunté. Alors évidemment, on n'a pas suffisamment de documents pour savoir, il n'y a pas les registres de bibliothèque, vous savez, emprunt, Chrétien III, etc. Donc ça, on n'a pas, malheureusement. Donc on ne sait pas, mais il est très probable qu'il s'agisse d'une fiction. C'est possible, en tout cas. Chrétien III n'a pas emprunté de livre à la bibliothèque de Beauvais. Il dit, il y avait un livre, donc je suis un auteur, mais je suis un traducteur, finalement je suis un lecteur. J'ai trouvé un livre, un très beau livre. Et je vais vous raconter une histoire, et cette histoire, j'en suis à la fois le lecteur, et bien sûr, j'en suis l'auteur. Alors, cette stratégie du livre trouvé dans une bibliothèque, c'est une stratégie qu'on va voir arriver dès le XIIe siècle, et qui se continue jusqu'au XIXe siècle. Et ici, je vous ai cité l'un des textes modernes, peut-être assez célèbre, qui joue sur cette stratégie, qui est un texte de Jan Patočky, donc qui est un auteur qui écrit, qui n'est pas français, mais qui écrit en français, et ce livre qui s'appelle « Le manuscrit trouvé à Saragosse ». Vous savez, on a d'ailleurs la même chose, par exemple, chez Goethe, les souffrances du jeune Werther. Bon. J'ai trouvé cette correspondance dans un tiroir, c'est un ami qui m'a laissé à la poste. Alors ça, le 19e siècle adore faire ça. C'est pas moi qui écris, j'ai trouvé un livre, j'ai trouvé une correspondance. Je sais pas si Manzoni ne fait pas ça dans Les Fiancés aussi, voilà, exactement. Bon, voilà. Alors le 19e siècle adore faire ça, mais c'est très vieux comme stratégie. Et c'est une stratégie qui, dès le XIIe siècle, crée une fiction d'auteur. Qui est l'auteur du livre que nous lisons? Il y a un suspense sur la notion d'auteur, finalement, qui est créé par ce motif du livre trouvé dans une bibliothèque que Chrétien, l'un des premiers pour le français, a utilisé, mais qui va se retrouver assez amplement dans d'autres littératures et à d'autres moments. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de dire ses sources, de dire « je ne suis pas un auteur, je reprends des sources », mais de critiquer ces sources, de dire « ce ne sont pas des bonnes sources ». Ils se sont trompés, mes modèles étaient faux. Et je suis donc un correcteur, quelqu'un qui va vous raconter la vraie histoire que sans moi vous n'aurez pas connue. Et cette stratégie de critique de la source pour dire « c'est moi l'auteur », je suis en compétition avec mes modèles, c'est une stratégie qu'on va trouver chez cet écrivain donc, qui précède Chrétien III, qui est un romancier avant Chrétien III, qui est Benoît de Sainte-Maure, qui est un romancier important du milieu du XIIe siècle, vous voyez, 1160. Pour son roman, notamment, il écrit plusieurs romans, bien sûr, plusieurs textes, mais son roman le plus célèbre, peut-être, c'est le roman de Troie. Alors, comme vous pouvez bien le voir par le titre, le roman de Troie raconte la guerre de Troie, naturellement. Je vous ai mis ici une petite image d'un manuscrit italien, j'essaie toujours de faire des clins d'œil, de ce roman, donc ici dans un manuscrit italien du XIVe siècle. Alors, nous avons, page 39 de notre exemplier, un petit extrait du prologue de Benoît de Sainte-Maure, où celui-ci nous explique exactement ce qu'il souhaite faire. Donc, vous voyez page 39. Alors, c'est écrit en tout petit, pardon, parce que pour une fois, j'ai scanné le texte. On va regarder le prologue, la traduction en français, et je vais vous indiquer quelques éléments. Au début du texte, Benoît de Sainte-Maure se livre à un exercice attendu de tous les romanciers du XIIe siècle.
Il s'agit de dire, c'est très important quand on est intelligent de publier des choses intelligentes. Bon, ça justifie le fait que je publie un roman. Alors, on se place toujours sur des grandes autorités. Ici, c'est Salomon. Salomon nous apprend et nous dit, on peut le voir dans son livre, c'est-à-dire la Bible, que personne ne doit dissimuler son savoir. Voilà. Quand on sait quelque chose, quand on est intelligent, quand on est cultivé, il faut écrire pour en faire profiter tout le monde. Et pendant tout un paragraphe, le premier paragraphe que vous voyez ici, Benoît va commenter cette idée. Sous-entendu, moi c'est ce que je vais faire. Moi je suis intelligent, j'ai quelque chose à dire, je vais donc vous dire quelque chose. Je vais vous raconter une histoire, dit Benoît. Alors cette histoire est connue, c'est l'histoire de la guerre de Troie, et c'est une histoire qui nous vient de l'Antiquité, dit-il. Dans le texte en ancien français, c'est le vers 33, au milieu du texte en ancien français, qui dit « Et pour ceux me veuillent travailler en une histoire commencée ». Et donc je vais vraiment faire des efforts pour commencer une histoire que de latin, ou je la truie, si j'ai le sens et si je puis, le voudrais si en roman mettre, que s'il qui n'entendrait la lettre se puisse déduire, elle roman. Je voudrais commencer une histoire en la traduisant du latin en français, si je suis suffisamment intelligent et si j'ai la capacité, si je le puis, de le faire. Je voudrais la mettre en roman, c'est-à-dire en français et sous forme de roman en même temps, afin que ceux qui ne comprennent pas le latin puissent s'amuser, prendre du plaisir en écoutant un roman. Donc ça va être une histoire qui va vous rendre plus intelligent et une histoire qui va aussi vous divertir. Alors cette histoire, je ne la prends pas de n'importe où, dit-il, c'est le vers 45 du texte en ancien français, je la prends à Homère. Eh oui, la guerre de Troie. Donc l'Iliade. Homère, qui fut clair merveilleux, des plus sachants se trouvons-nous. Homère qui était un intellectuel extraordinaire, un intellectuel qui savait beaucoup de choses. Et pourtant, dit Benoît de Sainte-Maure, tout le monde s'attend à ce que je reprenne l'histoire de la guerre de Troie d'Homère. Eh bien non, cher public, je ne reprendrai pas la guerre de Troie d'Homère, parce que l'Iliade, c'est du mensonge. L'Iliade ment. Et il nous explique pourquoi. Certes, Homère était un homme très intelligent qui a écrit sur la destruction et le siège par quoi Troie fut désertée vers ici 49, mais ne dit pas ses livres vrais. Donc son livre ne dit pas vrai vers 51. Et pourquoi ça? Parce que Homère n'était pas à la guerre de Troie. Il n'y était pas. Alors qu'est-ce qu'il aurait nous raconte l'Iliade? Achille a fait ça, Hector a fait ça, mais il n'y était pas Homère. Qu'est-ce qu'il peut en savoir? Et donc, Benoît en conclut que c'est une source mensongère, que c'est une source de fiction, et qu'on le savait dès l'Antiquité. Et il imagine, alors je trouve que c'est tout à fait charmant, on trouve déjà cette histoire avant Benoît, bien sûr, mais ici il le souligne dans son prologue, il raconte que les Athéniens, intéressés par l'histoire d'Homère, ont fait venir celui-ci sur l'Acropole en lui demandant s'il avait bien raconté la vérité. Et les Athéniens ont combattu, on en conclut, que les combats des dieux et des hommes que raconte Homère, c'était tout de même incroyable, cette histoire. Et que Homère a donc été considéré par les Athéniens comme un auteur faux. C'est la fin du texte en ancien français, vers 69, et quand son livre récitèrent, plusieurs pour ceux le refusèrent. Donc vraiment, ils entendent dire, c'est des fictions, c'est des histoires. Même les Athéniens n'y croient pas. Alors bon, c'est pour vous dire. Donc Benoît dit, au fond, je ne vais pas reprendre l'histoire de ma source, à laquelle peut-être on attendait que je la prenne, c'est-à-dire l'Iliade. Je vais m'inspirer d'historiens romains. Alors ces historiens romains qu'il cite dans la suite du texte, c'est notamment, alors ce ne sont pas d'ailleurs des historiens romains, ce sont plutôt des historiens grecs, tout à fait tardifs, quelqu'un comme Darès, par exemple, Darès de Phrygie, qui écrit, alors bien après Homère, au 5e siècle probablement après Jésus-Christ, qui écrit une petite histoire de la destruction de Troie, qui, si j'ose dire, est une guerre de Troie pour les nuls. C'est-à-dire que c'est une anthologie un peu manuelle, vous voyez, sur la guerre de Troie.
Alors donc, ça n'a rien d'Homère, c'est évidemment pas une épopée, c'est scolaire, si vous voulez, hein, d'Arès le Phrygien, d'Arès de Phrygie. Mais, au XIIe siècle, on croit, et Benoît est tout à fait content de cette croyance, il y participe, on croit que d'Arès, ce compilateur tardif, était un soldat troyen. Et qu'il était là, avec les Grecs, avec les Troyens, et qu'il se combattait dans la journée, vous voyez, aux côtés d'Achille, et d'Hector, et d'Ulysse. Et puis le soir, quand il rentrait dans sa petite tente, Darès écrivait ce qui s'était passé dans la journée. Donc Darès est un témoin oculaire, alors qu'Homère, le grand auteur, nous a raconté de la fiction. Donc parce que je suis un auteur, moi, de vérité, dit Benoît, je ne vais pas m'occuper d'Homère. Homère, c'est nul, il ne faut pas croire Homère. Bon. Je vais m'inspirer de cette histoire de Darès de Phrygie. Donc c'est une manière de dire, moi je suis un auteur. Et moi je suis un auteur qui est encore meilleur qu'Homère, parce que moi je vous dis la vérité. Alors c'est une sorte de stratégie de critiquer sa source, de dire, la source, vous avez entendu cette histoire? Ben, c'était pas vrai, c'était faux. Et moi j'ai des meilleures sources, je sais encore mieux que d'autres, que Homère, l'histoire de la guerre de Troie. Alors cette stratégie, critiquer les sources, en fait la plupart des romanciers vont l'adopter. Benoît de Sainte-Maure critique Homère dans le roman de Troie. Mais on trouve la même chose dans la littérature allemande lorsque, à la fin du XIIe siècle, ce grand romancier qu'est Wolfram von Eschenbach écrit sa version du Perceval, Parsifal. Bon. Il va nous raconter l'histoire du Graal. Alors cette histoire, tout le monde le sait, au XIIe siècle, a été inventée par Chrétien de Troyes. Bon. Donc Wolfram a un problème. Il dit, bon, je suis traducteur de Chrétien de Troyes, finalement je suis un adaptateur, un collaborateur à la limite, enfin, je reprends une histoire qui a déjà été écrite, puis je vous donne ma version. Soit il dit, Chrétien de Troyes ne vous a pas raconté la vraie histoire du Graal. Et moi, je vais vous la raconter. Et c'est ce qu'il fait dans le Parsifal, en croisant les deux stratégies du livre trouvé dans une bibliothèque et de la fausse source, de la source à critiquer. Wolfram nous indique que l'histoire du Graal est bien connue dans les romans français de Chrétien de Troyes. Mais, dit-il, Maître Chrétien ne vous a pas raconté, cher public, la vraie histoire du Graal, car il n'y avait pas accès. Mais moi, j'ai rencontré un homme, alors, qui s'appelle Quillot le Provençal. Et cet homme-là a voyagé dans les contrées du Sud. Il est allé en Espagne, il est allé au Maghreb, enfin bon, il a voyagé comme ça. Et il a rencontré beaucoup de gens. Et parmi les gens qu'il a rencontrés, Quillot le Provençal m'a dit Wolfram, qu'il avait rencontré un homme qui est un descendant de Salomon, etc., qui lui-même avait trouvé un livre dans une bibliothèque. Alors vous voyez que, bon, Chrétien vous a raconté quelque chose, mais c'est pas ça. Il y a d'autres auteurs, il y a un livre, au départ, il y a un livre quelque part dans une bibliothèque espagnole, et ce livre est un livre accessible seulement aux initiés parce qu'il est écrit dans une écriture un peu magique, comme ça. Et la personne qui l'a trouvé, c'est un juif descendant de Salomon, mais dont la mère était une magicienne musulmane. Bref, tout ça pour vous dire que c'est très crypté. Et en plus ou moins en communication directe avec Dieu. Bon. Et alors, dans ce livre, donc absolument extraordinaire, bon, ça c'est un scoop. Alors, Wolfram dit, voilà, c'est la révélation. Bon, voilà. Eh bien, le juif, etc., qui a trouvé dans le livre l'histoire du Graal, a raconté l'histoire du Graal à Quillot le Provençal, qui me l'a raconté directement. Et donc, c'est ce que Chrétien de Troyes vous a dit, c'est pas vrai. De telle sorte que, en fait, Wolfram va pouvoir réinventer l'histoire du Graal. Il va reprendre exactement l'histoire de Chrétien de Troyes, mais il va le réinventer. Vous savez, donc, qu'est-ce que c'est que le Graal chez Wolfram? Est-ce que vous savez dans Parsifal? Chez Chrétien, le Graal est une coupe. Pour parler comme dans le Camelot d'Alexandre Astier, c'est un récipient. C'est tout à fait ça, c'est un récipient, le Graal. Et qu'est-ce que c'est chez Wolfram? C'est pas une coupe.
c'est pas un récipient. C'est pas non plus la coupe qui a recueilli le sang du Christ. Non, c'est pas ça. Il réinvente. Si vous avez vu l'opéra de Wagner, ou si vous avez vu pour les Français l'épisode de Camelot où on parle de la définition du Graal, c'est une pierre incandescente, le Graal. C'est-à-dire c'est une pierre qui fait de la lumière chez Wolfram von Eschenbach. C'est une pierre magique, le Graal. Donc c'est pas la coupe ou le récipient. Et cette manière de réinventer est autorisée grâce à ces stratégies de dire je suis pas un auteur, c'est pas moi qui invente, mais tout de même je prends d'autres auteurs qui sont plus ou moins bien sûr des fictions, etc. Alors toutes ces stratégies anciennes ont beaucoup intéressé les auteurs contemporains et vous les retrouvez par exemple, si vous ne l'avez pas lu, je pense que vous avez peut-être lu ce roman, mais d'Umberto Eco, qui s'appelle Baudolino, et dont une des parties, donc dans Baudolino, qui raconte l'histoire d'un personnage qui vit dans la Sicile du XIIe siècle et qui, parmi plein d'autres choses, mais va chercher le Graal. Et dans Baudolino, il y a tous les écrivains qui ont inventé le Graal ou réinventé le Graal, qui se retrouvent et qui discutent. Vous allez retrouver Robert de Boron, Pio le Provençal, Wolfram, etc., qui se retrouvent où chacun se dispute pour savoir qui est l'auteur du Graal, finalement. Donc, évidemment, Eco, qui connaît bien, parce qu'il est médiéviste, hein, comme vous le savez, ces stratégies les reprend dans un certain nombre de ses romans. Pensez au Nom de la Rose aussi, le livre trouvé dans une bibliothèque. Hein. Aristote, la partie de la poétique sur le rire dans le Nom de la Rose. C'est exactement la même stratégie. Donc voilà comment les auteurs français vont donc se présenter comme des auteurs en critiquant leur modèle, par concurrence avec la source. On est à la fois obéissant à la source et en même temps on la réinvente en la critiquant. Alors le rapport ici, l'interaction, se fait avec des auteurs qui sont soit anciens, antiques, Homère, soit éventuellement avec des auteurs contemporains, Chrétien de Troyes, mais Wolfram et Chrétien ne se sont jamais rencontrés. Donc ce ne sont pas des interactions, directes. Hein, il n'y a pas de contemporanéité exacte. Mais les choses sont un peu différentes avec le XIVe et le XVe siècle qui représentent 1350, 1450, si vous voulez, le moment où les écrivains vont rentrer en contact directement les uns avec les autres pour se disputer, pour former des réseaux, et soit de complices, soit de concurrents. Et cette formation de réseau va les conduire à s'interroger sur la notion d'auteur. Ils vont s'interroger ensemble sur la notion d'auteur. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur ? Pourquoi à ce moment-là on trouve la multiplication des querelles littéraires, des querelles entre écrivains ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, en tout cas pour la France, c'est assez net, c'est que l'auteur, à partir de 1350, est réinventé avec de nouvelles idées, de nouvelles notions, un nouveau paradigme, si vous voulez. Et l'une des sources de cette nouvelle notion d'auteur, c'est l'humanisme. L'humanisme qui se développe à partir de l'Italie et qui va ensuite se développer partout dans l'Europe. Parce que l'humaniste se pense comme un auteur, à la fois un auteur qui connaît très bien l'Antiquité, dont il est traducteur, adaptateur, éditeur, pensez à Lorenzo Valla ou d'autres qui publient des textes de Cicéron, ce genre de choses. Et en même temps, l'humaniste se pense lui-même comme un auteur. Pensez à Pétrarque, qui se fait couronner prince des poètes sur le Capitole au milieu du XIVe siècle. Donc, l'humaniste est un intellectuel qui va penser d'une manière très forte l'auteur. Or, c'est ça qui me paraît intéressant, c'est que ces humanistes européens, qui se pensent tous comme des auteurs, se disputent les uns les autres. Parce qu'ils sont tous d'accord pour dire « nous sommes des auteurs », mais ils ne sont pas d'accord pour dire « vous êtes des auteurs ». Moi, je suis un auteur, mais vous, non. Et cette concurrence entre les écrivains
elle trouve notamment sa source chez Pétrarque. Et dans une polémique dont nous avons vu quelques éclats, quelques aspects dans un autre séminaire, qui est la polémique des Italiens, des intellectuels italiens et des intellectuels français au milieu du XIVe siècle. Lorsque Pétrarque se fait couronner poète sur le Capitole, il a déjà une renommée largement européenne et vous le savez peut-être, et ça a été un scandale, on lui avait offert, la Sorbonne lui avait offert de lui donner un titre d'auteur, titre prestigieux comme ça, d'auteur européen, une sorte de prix pour récompenser son œuvre. Et il a refusé le prix de la Sorbonne. Il a préféré aller se faire couronner à Rome pour bien montrer que c'était l'Italie et Rome qui étaient la source de son octorialité. C'était un auteur italien et pas français. Et cette volonté de Pétrarque va s'expliquer par le fait que les intellectuels italiens et les intellectuels français, en ce milieu du XIVe siècle, sont en concurrence. Ils sont en concurrence parce qu'ils se retrouvent dans un même endroit, ils fréquentent les mêmes endroits, à savoir, où est-ce qu'ils se retrouvent ? Les intellectuels qui, en particulier, alors ils circulent autour du pape, notamment ces intellectuels. Le pape est un commanditaire, c'est un mécène. Et alors où est-ce qu'il est le pape en ce milieu du XIVe siècle ? Et c'est pour ça que ça crée un problème entre les intellectuels français et les intellectuels italiens qui fréquentent la cour du pape. Où est le pape ? En Avignon. Il n'est plus à Rome, au milieu du XIVe siècle. Il n'est pas en Italie. Il est dans cette enclave qui n'est pas la France, mais qui se trouve au sein du royaume de France. Donc, les intellectuels humanistes qui fréquentent la cour du pape, les Italiens se trouvent exilés, en quelque sorte. Les Français ont un accès direct à la cour pontificale. Cela crée des tensions entre eux et cela conduit Pétrarque à créer une polémique en disant « Il n'y a d'auteur, d'auteur moderne qu'italien ». Oratores et poetae non querentur extra Italiam, dit Pétrarque. Les orateurs et les poètes, c'est-à-dire les auteurs, il ne faut pas les chercher en dehors de l'Italie. Pour qu'on comprenne bien à quoi il fait allusion, il ajoute dans ses lettres sur la vieillesse, qu'il écrit en latin sous le titre de Séniles, Nullus doctus in Gallia, ce qui est très gaiement. Pas d'intellectuel en France. Il n'y a pas d'intellectuel, donc il n'y a pas d'auteur non plus. Alors il explique que, parce que c'est à cause du français, quand on a une langue pareille, de toute façon on ne peut pas penser et on ne peut pas écrire. Elle est vraiment défectueuse, cette langue-là. Donc, déjà, rien qui parle français parle français, donc ça les empêche de devenir auteurs. Voilà. Alors évidemment, c'est une charge assez forte, et du coup, il y a des polémiques très violentes qui se lancent par des correspondances entre Italiens et Français, mais ces polémiques font, si vous voulez, se diffusent, au point que c'est les auteurs français qui vont se lancer dans la polémique les uns contre les autres. Qui est auteur parmi nous ? Et chacun s'écrit « moi je suis auteur, pas vous », etc. Alors, ces correspondances et ces débats, ils naissent sous cette impulsion des polémiques nationales, pourrait-on dire, ou internationales, et on va les retrouver, par exemple, en France, la correspondance entre écrivains, elle naît en ce milieu du XIVe siècle, et le premier témoignage qu'on en a, c'est un échange de poésie entre deux poètes contemporains. Nous sommes au milieu du XIVe siècle, et ces deux poètes sont un poète du nord de la France, qu'aujourd'hui nous appellerions belge, qui est Jean de Lemotte, qui est un poète qui n'est pas un très grand écrivain, mais enfin bon, qui écrit beaucoup de poésie courtoise, de poésie amoureuse, etc. Et Philippe de Vitry, qui est un intellectuel qui fréquente d'ailleurs la cour du pape, notamment, qui est un intellectuel qui a beaucoup travaillé en Italie, qui a travaillé en Méditerranée d'une manière générale, à Chypre et dans d'autres endroits. Donc ce sont deux personnages qui se connaissent, ils pratiquent tous les deux la poésie, ils pratiquent tous les deux la littérature, et ils vont s'échanger des poésies dans le but de montrer à l'autre que chacun est un vrai auteur. Et l'idée, c'est de prouver que le correspondant, lui, n'est pas un auteur très bon, ou en tout cas pas un auteur d'aussi grande qualité que celui qui lui écrit. Donc Jean de Lemotte écrit des textes,
en disant « Cher ami, vous êtes un auteur formidable, mais tout de même, bon, il y a quelques critiques. Et avez-vous lu ceci et cela ?» Et Philippe de Vitry lui dit « Oui, mais alors, vous avez peut-être lu ça, mais moi j'ai lu telle chose, puis moi je connais plus de choses que vous, enfin bon, bref, etc. » Donc c'est un échange à la fois drôle, amusé, comique, mais qui ne manque pas de punch, si j'ose dire aussi. Cet échange, il y a un arrière-fond, c'est que ces deux poètes font partie de partis politiques, si on peut appeler ça comme ça, avec un acronisme différent. Jean de Lemotte, qui est, on appellerait aujourd'hui belge, hein, qui travaille en Hainaut, donc pour la région de Bruxelles, est lié donc aux princes de Bruxelles, et les princes de Bruxelles et de cette région du Hainaut se sont alliés avec les rois d'Angleterre, ce qui fait que Jean de Lemotte est parti faire sa carrière en Angleterre, alors que Philippe de Vitry est installé à la cour de France. Et 1350, c'est la guerre entre les deux pays, la France et l'Angleterre. Donc la correspondance littéraire a un arrière-fond politique. Chacun défend en réalité son parti, si on peut dire l'Angleterre ou la France. Mais ils n'en parlent pas, ou du moins ils n'en parlent pas directement. Ce qui est entre eux en discussion, c'est qui est un bon auteur, qui est le meilleur auteur entre nous, le plus intelligent, le plus cultivé, etc. Alors ces correspondances, ça c'est le premier exemple que nous avons. Mais elles vont ensuite se développer en véritable querelle, et je vais bien sûr parler de la plus célèbre d'entre elles, qui est la querelle sur le roman de la Rose. Parce que non seulement la querelle sur le roman de la Rose est une querelle entre écrivains, mais elle pose la question, qu'est-ce que doit être un bon auteur au début du XVe siècle? Elle s'étend sur environ 2 ans, de 1401 en 1403. Alors, à 1403, donc on va trouver quelques petits extraits de cette querelle sur le roman de la Rose, page 41 de votre exemplier. C'est une querelle littéraire, non seulement parce qu'elle va opposer des écrivains, mais parce qu'elle porte sur un texte littéraire, hein, un roman, et ce roman, c'est le roman de la Rose de Guillaume de Loris et de Jean de Meung. En ce début du XVe siècle, le roman de la Rose est le best-seller absolu de la littérature française. Il a été traduit dans toutes les langues, il y a des centaines de manuscrits qui sont produits, tout le monde l'a lu, et donc c'est un roman véritablement modèle, au point que, on y reviendra, lorsque on commence à écrire, justement au XVe siècle, les premières histoires de la littérature française en français, on fait commencer la littérature française au roman de la Rose. Ça paraît vraiment comme une source de la littérature. Seulement, ce roman modèle, donc ce qu'on appelle la littérature moderne, entre guillemets, c'est-à-dire la littérature en français. Bon. Ce roman modèle a un problème puisqu'il est écrit par 2 auteurs. Vous le savez, Guillaume de Loris et Jean de Meung. 2 auteurs dont l'esthétique, la morale, le style, enfin tout, sont totalement opposés. Et cette querelle interne des 2 auteurs, à l'intérieur du roman de la Rose, fait aussi de ce livre un terrain de scandale, en quelque sorte, puisque la morale et l'esthétique courtoise de Guillaume de Loris, développée dans la première partie, sont contredites par Jean de Meung, dans la deuxième partie, qui développe un point de vue misogyne, un point de vue obscène, un point de vue, enfin bon bref, scandaleux à tout point de vue. Le roman fait débat à cause de ces 2 auteurs qui l'ont écrit. Et ce débat, il va aboutir à une querelle littéraire qui, je pense que vous le savez, oppose des écrivains qui sont d'une part Christine de Pisan, qui est à ce moment-là, plutôt au début de sa carrière littéraire, et un groupe d'humanistes qui écrivent en latin, mais qui, pour l'occasion, vont écrire en français. Alors la querelle sur le roman de la Rose, c'est un moment assez extraordinaire, et donc je voudrais rapidement vous présenter les principaux protagonistes, ces principaux écrivains de cette querelle. Alors vous voyez, je les ai représentés autour d'une image qui est empruntée à un manuscrit qui se trouve aujourd'hui à Londres, où on voit Christine de Pisan entourée d'hommes avec lesquels elle discute. On la voit autour d'un livre, et vous voyez, les mains du personnage montrent que ces hommes discutent avec elle, et on peut prendre cette image, ce n'est pas une photographie bien sûr, mais pour symbole de cette querelle du roman de la Rose. Alors
Qui va-t-il opposer? Comment ça se passe? Le premier personnage à lancer en quelque sorte, alors c'est pas tout à fait la querelle, mais à lancer la réflexion, c'est Jean de Montreuil. Jean de Montreuil est un humaniste français important qui écrit essentiellement son œuvre en latin. C'est d'ailleurs un disciple de Pétrarque. Donc, c'est un moraliste, un humaniste, cicéronien, notamment, qui écrit des textes de morale, qui écrit des textes politiques aussi, très engagé sur la question de la guerre entre la France et l'Angleterre. Bref, c'est un homme sérieux, Jean de Montreuil. Il écrit en latin, il écrit des textes sérieux, etc. Et il est fonctionnaire royal. Et puis un jour, et il ne s'amuse pas à lire de la littérature française, c'est un homme sérieux. Et puis un jour, ses amis, Gonthier et Pierre Coll, qui sont frères, Gonthier est lui aussi, comme Jean de Montreuil, fonctionnaire royal, et Pierre est chanoine de Notre-Dame de Paris, donc ce sont deux humanistes aussi, lui disent « Mais as-tu lu le roman de la Rose ?» Alors Jean de Montreuil dit « Non, je n'ai pas lu ça. » Tout le monde en parle, mais je n'ai pas lu. « Tu devrais. » Alors Jean de Montreuil lit le roman de la Rose, et il est enthousiasmé, il adore, et tout c'est génial. Bon. Et il dit c'est vraiment le livre qui fait naître la littérature française. Jean de Meunck a l'auteur extraordinaire, et il décide, tellement il est ravi, d'écrire une lettre ouverte qu'il destine à ses amis, mais qu'il publie largement pour dire combien le roman de la Rose c'est formidable, et Jean de Meunck est un grand auteur. Et même, il dit, c'est le premier auteur de la littérature française, la littérature moderne, comme il dit. Alors la lettre circule, elle est lue à la cour, elle est lue un petit peu partout, et elle tombe entre les mains de Christine de Pisan, qui connaît bien Jean de Montreuil et les frères Coll, puisque le mari de Christine était lui aussi un fonctionnaire royal, donc ce sont des gens qui se connaissent bien. Christine a lu le roman de la Rose. Elle n'a pas du tout aimé. Elle a détesté ce roman qui parle mal des femmes, et en particulier ce Jean de Meunck, cet auteur, dont on dit qu'il est un grand auteur, mais qu'elle juge parfaitement scandaleux. Et elle décide alors de réagir en répondant, en s'insérant dans la correspondance et en répondant à Jean de Montreuil. Alors, vous allez voir comment, on va regarder page 41. Alors, je n'ai pas traduit, mais je vais le traduire avec vous. Christine écrit à Jean de Montreuil ceci. Alors, très gentille, très courtoise, vous allez voir, en disant « Tu es très, 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 très intelligent, tu es un homme. » Tu écris en latin, tu es vraiment un personnage sérieux. Moi, je suis une femme, alors je n'y connais rien. Je ne sais rien, je suis une ignorante. Mais tout de même, je voulais te dire, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. À mots suffisant et savant homme, maître Jean Joannet, secrétaire du roi notre sire. C'est Jean de Montreuil. Révérence, honneur avec recommandation, à vous, monseigneur, le prévôt de Lille. Donc, c'est le titre, il est fonctionnaire donc à Lille, Jean de Montreuil. Très cher sire et maître, sage en mœurs, amour de science, en clergie fondé et expert de rhétorique, de par moi, Christine de Pisan, femme ignorante d'entendement et de sentiments légers, pour lesquels chose votre sagesse aucunement, n'ayant dépris la petitesse de mes raisons, ainsi veuille suppléer par la considération de ma féminine faiblesse. Donc, cher maître, révérence à vous, honneur à vous, monseigneur le prévôt de Lille, très cher seigneur et maître, vous qui êtes sage, moral, qui aimez les sciences, qui êtes un clerc, un intellectuel, un expert en rhétorique, lettre que je vous envoie, moi, Christine de Pisan, femme ignorante, sans culture, chose que votre sagesse ne méprisera pas, ne méprisera pas la petitesse de mes raisons, c'est-à-dire le fait que j'ai un petit esprit, que ma raison n'aille pas très loin, mais elle me permettra, elle pardonnera cette petitesse par le fait que je ne suis qu'une faible femme. Et donc elle explique, comme il vous a plu d'envoyer un petit traité ordonné par belle rhétorique et vraisemblable raison sur le roman de la Rose, je passe la parenthèse, moi, ayant lu et considéré votre dite prose et l'œuvre, et les auteurs d'Icelle, et par spécialement, moi, ayant donc lu votre prose et ayant regardé ce qui était Jean de Meunck, etc., et compris les faits selon la légèreté de mon petit engin. Bon, j'ai peut-être mal compris, parce que mon esprit est léger. Bon, je ne comprends pas tout. Je passe la parenthèse. Veuille dire, divulguer et soutenir manifestement que, sauf votre bonne grâce, à grand tort et sans cause, donner si parfaite louange à celle dite œuvre qui mieux peut être appelée droite oisiveté
qu'œuvre-t-il à mon jugement? Je voulais quand même vous dire que c'est absolument sans raison que vous trouvez que le roman de la Rose est une bonne œuvre et que Jean Demain est un bon auteur. Et à mon avis, ce n'est que droite oisiveté, dit-elle, c'est-à-dire une chose parfaitement inutile et même pernicieuse. Alors, quelles sont les questions qui vont être débattues dans la querelle du roman de la Rose? Christine ayant écrit cette lettre, aussitôt les autres lui répondent, et on va réfléchir autour de ce que c'est que qu'est-ce que c'est un auteur, finalement. Alors, la première, puisque Christine dit Jean Demain n'est pas un auteur. Les autres disent, mais si, c'est le plus grand auteur français. Alors, du coup, cette querelle réfléchit à la notion d'auteur. Le premier point qu'on souligne, c'est qu'un auteur, on appelle auteur quelqu'un qui doit prendre la responsabilité de ce qu'il dit. En effet, qui dit auteur dit homme qui publie, qui parle en public. Alors, il peut raconter des histoires, il peut mettre en scène du théâtre, il peut écrire des poésies, il parle néanmoins en public et est donc responsable de ce qu'il dit. Le théologien Jean Gerson, qui vient soutenir Christine de Pisan, évoque la possibilité suivante. Alors, il participe à la querelle, il écrit un traité sur le roman de la Rose, et il dit « Je vous demande, nous sommes dans la guerre de 100 ans, si quelqu'un se disait adversaire du roi de France, imaginons, quelqu'un écrit un roman dans lequel il y a un personnage qui dit « Je suis adversaire du roi de France », et sous ce nom comme tel, il faisait guerre, et donc ce personnage va faire la guerre au roi, déclarer la guerre au roi, l'insulter, appeler à des actes terroristes contre le roi, vous voyez ce genre de choses. Ce nom, le fait que ce soit un personnage de fiction, garderait-il d'être traître et à la mort? A-t-on le droit, par exemple, de mettre en scène un personnage qui appelle à, mettons, tuer le roi, et de dire « Oh, c'est de la fiction », alors que nous sommes en guerre? Est-ce que c'est pas de la traîtrise? Est-ce qu'on n'est pas responsable de ce qu'on écrit, même de la fiction? Est-ce que Jean Demain, en mettant en scène des propos scandaleux, des personnages scandaleux, n'a pas pris la responsabilité, en tant qu'auteur, en tant que quelqu'un qui parle publiquement, de troubler la société, finalement? Bon. On n'a pas le droit de tout dire quand on est un auteur. Il faut être responsable. Donc ça, c'est la première question qui est débattue. Est-ce qu'un auteur est responsable de ce qu'il dit devant le public? Les humanistes, Jean de Montreuil en tête, dit un auteur, ça invente quelque chose. C'est un créateur, quelqu'un qui invente un monde imaginaire. C'est de la fiction. Il ne faut pas croire au roman de la Rose. Ce sont des personnages, des allégories, c'est bon. Jean de Gerson et Christine de Pisan disent, quand on dit quelque chose en public, il faut prendre sa responsabilité. Vous voyez qu'il y a une sorte de double vision de l'auteur. La deuxième question qui est débattue, alors qui est tout à fait liée, c'est si on est un auteur de fiction, est-ce qu'on peut dire ce que l'on veut? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a la liberté de tout dire? Est-ce que la littérature peut tout dire, en particulier la littérature fictionnelle? Christine de Pisan pose la question en écrivant, alors tout le monde s'écrit des lettres à un moment, en écrivant une lettre à Pierre Coll. Pierre Coll lui a dit, mais enfin, chère Christine, vous êtes scandalisée du roman de la Rose et de la manière dont les femmes sont représentées. Enfin, c'est un roman. Pas... Et elle lui dit, oui, mais et les lecteurs, comment ils réagissent à ce roman? Imaginez un lecteur jaloux, dit-elle. Parce qu'il y a des jaloux, comme ça, dans le roman de la Rose. Mais ce lecteur, qu'est-ce qu'il ferait? Il va chercher son livre et il le lit devant sa femme. Et puis, il frappe sa femme. Et il dit, sale fille, donc, comme dit, donc c'est bien vrai que tu me traites comme Jean Demain le dit. Donc, tu es trompeuse, tu es adultère. C'est écrit dans le roman. Imaginez un lecteur qui croit au roman. Mais il va frapper sa femme en disant « Ce bon sage homme, maître Jean Demain, cet auteur-là, savait bien ce que femme savait faire. » Donc, parce que c'est écrit dans le roman, toutes les femmes sont des adultères, sont des trompeuses, etc. Et donc, toi, tu l'es aussi. Et donc, vous imaginez, dit Christine de Pisan, les conséquences sociales d'un roman comme ça, les femmes battues à cause du roman de la Rose. Et je trouve ça très, très drôle parce que... Mais c'est intéressant. Voilà, la fiction peut-elle tout dire? La fiction est-elle libre? Est-ce que certains lecteurs ne vont pas être influencés par des auteurs? Et de nouveau, c'est la question de la responsabilité, non seulement politique, mais sociale de l'auteur ici. Peut-on dire ce qu'on veut dans la littérature? Alors, c'est des questions très modernes. Il y a très souvent...
savez, je pense il y a quelque temps comme ça, mais il y avait un ministre du gouvernement, que je ne citerai pas ici, mais qu'à l'époque, c'était le gouvernement sous président Sarkozy, qui avait publié un livre dans lequel, qui était un roman, mais enfin biographique, vous voyez, une sorte d'autofiction, dans lequel il expliquait son homosexualité et, plus précisément, sa pédophilie, bon, et le fait qu'il avait eu des relations sexuelles avec des prostituées mineures, thaïlandais, enfin vous voyez le genre tourisme sexuel, etc. C'était un roman, mais c'était un ministre qui l'avait publié. Et alors il y a eu tout un scandale, vous voyez peut-être, c'était il y a 2 ans, c'était il y a 3 ans, c'était Frédéric Mitterrand qui avait publié ce roman, où on a dit, mais c'est un scandale, il avoue qu'il est pédophile, il avoue qu'il a eu des relations avec des prostituées thaïlandais, enfin bon, etc. Et l'auteur disait, mais c'est un roman, je ne dis pas que c'est moi. Alors tout le monde savait quand même que c'était lui, mais bon, bon. Et puis, mais je dis ce que je veux dans un roman, j'invente. Et les autres disaient, oui, mais c'est pas un roman, c'est ce que vous avez fait. Et en plus, même si c'est pas vous qui l'avez fait, le fait de le dire et d'être ministre, ce n'est pas donner une autorité à ses agissements. Vous voyez, donc c'est exactement les mêmes questions que le roman de la Rose, en fait. Hein. Les mêmes questions étaient agitées. Donc la troisième question, mais qui va souligner finalement Christine de Pisan, c'est que cette littérature du XVe siècle, qu'est-ce que ça veut dire écrire? Est-ce que écrire, c'est être un artiste, c'est être un créateur d'imaginaire, ou est-ce que c'est un geste politique qui fait qu'on doit écrire des choses utiles pour ce qu'elle appelle la chose publique, c'est-à-dire pour la société. Hein. Comme autrefois les Romains triomphants attribuaient de la louange et de l'honneur à une chose si elle était à l'utilité de la chose publique. Hein. Bon. De même, regardons à leur exemple si nous pouvons couronner ce roman. Le roman doit être utile, l'auteur doit être utile pour pouvoir être couronné. Alors utile au sens, il doit être utile à sa société, apporter des choses à sa société. Donc la querelle sur le roman de la Rose, c'est une querelle sur l'auteur. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur engagé par rapport à la société? C'est une querelle aussi sur les femmes, bien sûr, puisque Christine souligne à plusieurs reprises qu'elle s'engage parce que c'est un roman qui décrit les femmes d'une manière négative. Hein, et elle-même, d'ailleurs, dans cette querelle, elle est montrée comme une femme. Alors elle dit, c'est amusant parce qu'elle dit, oui, mais Jean Demain est un misogyne et tous ceux qui aiment le roman sont des misogynes. Ah, on n'est pas misogyne, disent les humanistes, nous on aime les femmes. Enfin, on aime les femmes, vous voyez ce que je veux dire, quoi, c'est pas du tout, nous, bon. Et puis alors, la querelle avance, puis alors ils sont tellement énervés qu'ils finissent par la traiter de sale bonne femme, naturellement. Donc par exemple, page 42, Jean de Montreuil, lui, il lui répond pas en français, il lui répond qu'en latin. Bon, voilà, pour lui faire comprendre que... Hein, voilà. Et donc, dans un de ses textes, hein, une lettre qui s'appelle Ut sunt mores, c'est le début, hein, page 42, j'ai traduit dessous le texte, Jean de Montreuil écrit à Gontier-Coll et lui dit « Oui, tu as lu ce qu'a dit Christine sur nous, cette bonne femme-là, qui se mêle de parler de littérature, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il dit, donc c'est la quatrième ligne du texte latin et quatrième ligne du texte français, hein, certains se déchaînent et aboient, dès la 30, hein, contre ce maître entre tous distingué Jean Demain, particulièrement cette femme qu'on appelle Christine, mulier quedam nomine Christina, qui livre désormais ses écrits au public. Hein. Encore qu'elle ne manque pas tout à fait d'esprit, pour autant qu'une femme puisse en avoir. Il me semble, et alors là, petite citation de Cicéron, entendre la courtisane grecque Léoton, comme nous le rappelle Cicéron, qui osa écrire contre le grand philosophe Théophraste, etc. Elle montre bien que lui, il a lu Cicéron, etc. Alors, c'est quand même elle n'est pas complètement bête, mais enfin, pour une femme. Donc, Christine, elle laisse ces choses être publiées, et Gontier-Coll, qui va lui répondre, il répond directement lui à Christine, en français, c'est la lettre suivante, pour lui dire, tu es une femme, tu ne comprends pas bien ces choses. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être un auteur, et il souligne, alors il suggère que c'est pas Christine qui écrit ses œuvres, et probablement c'est pas elle qui est derrière cette querelle. Il lui dit, mais c'est pas toi en fait qui écris tes traités sur le roman de la Rose et ces lettres-là. Il y a des hommes derrière toi.
et tu leur sers de parapluie, dit-il. Alors c'est une magnifique expression, quand je crois que c'est page 43, il me semble, voilà, c'est la deuxième paragraphe. Pour toi, remener à vraie vérité, que plus avant sache et connaisse les faits du dit demain. Donc, pour que tu arrives à la vérité et que tu connaisses vraiment ce qu'a dit Jean demain, hein, bon, pour donner matière de plus écrire contre lui, toi. Donc, si tu veux vraiment continuer à écrire contre lui, toi ou bien tes satellites, hein, bon, car il y a des gens qui t'ont bouté, qui t'ont poussé à faire cela, qui t'ont poussé à écrire alors qu'eux-mêmes n'osaient pas le faire, mais de toi veulent faire chape à pluie. Donc ils veulent faire de toi un parapluie pour dire que plus ils seraient qu'une femme, hein, pour montrer que tu vas être en fait la femme qu'ils vont mettre en avant, mais eux ils savent plus que toi, ils se servent de toi comme un véritable paravent. Enfin bref, ils finissent par dire que c'est une femme qui n'écrit pas ses œuvres et que donc c'est pas un auteur. Donc en d'autres termes, ils se prouvent misogynes, exactement ce que Christine reproche à Jean Demain. Et alors le coup final, c'est que Christine dit, une fois que toute cette correspondance qui est privée, hein, correspondance privée a eu lieu, Christine rassemble tout dans un livre et elle le publie. Et là, c'est l'horreur totale pour les humanistes, parce qu'évidemment, ils passent pour des misogynes, bon, etc. Et c'est le triomphe un peu de Christine de Pizan. C'est ce qui lance sa carrière ensuite à la cour. Donc cette réflexion, bien sûr, du roman de la Rose, elle se greffe aussi sur la réflexion du statut de la femme, et du statut de la femme auteur, et elle forme en ce sens le début de ce qu'on appellera la querelle des femmes, qui s'étendra jusqu'au XVIIe siècle, qu'on va retrouver dans La Belle Dame sans merci d'Alain Chartier, qui pose la question de la place de la femme à l'intérieur de la littérature amoureuse, en 1420, puis ensuite dans La querelle de la parfaite amie, où participe Marguerite de Navarre au XVIe siècle, donc ce sont que des querelles sur les femmes, et la querelle des précieuses, dont on a déjà parlé, au XVIIe siècle, querelle sur la relation des femmes et de l'écriture, des femmes et de l'octorialité. Donc la querelle sur le roman de la Rose, c'est vraiment une sorte de moment de départ des grands débats littéraires en français, et moment de départ parce que c'est un moment de réflexion sur l'auteur. Ça engage qui est l'auteur et qui sont ces gens, Christine, les humanistes, etc., qui tous se définissent auteurs les uns contre les autres. Bon. Donc dans une relation de compétition. Alors, je voudrais, dernier point, ici, essayer de réfléchir sur la question de l'auteur en réseau, puisque c'était notre première suggestion, hein, quand on a commencé tout à l'heure. Je vous ai dit, on va s'intéresser aux interactions entre auteurs, à cette sociologie des interactions, à la question des réseaux d'auteurs. Un réseau d'auteurs, ça peut être créé par une querelle, ça peut être créé par un débat, mais ça peut aussi être créé par d'autres choses. Donc je voudrais m'intéresser à cette question du réseau d'auteurs à travers un écrivain qui est un successeur de Christine de Pizan et qui est Charles d'Orléans, hein, qui travaille au milieu du XVe siècle. Alors, je vais essayer de réfléchir à ce que fait Charles d'Orléans pour créer autour de lui un réseau d'auteurs, un réseau d'écrivains. En me posant d'abord la question, comment ça marche un réseau d'écrivains? Qu'est-ce qui fait qu'un écrivain se met en réseau avec d'autres, interagit, discute, débat, dispute, etc. Alors, il faut pour cela plusieurs éléments, il y a plusieurs possibilités. Ce qui peut cristalliser un réseau d'écrivains, d'abord, c'est le fait qu'on partage un statut commun, on est auteur, mais on n'est pas toujours d'accord sur ce que ça signifie. La querelle du roman de la Rose nous en donne un exemple. Tous sont des auteurs, Jean de Montreuil, Christine de Pizan, mais ils discutent sur qu'est-ce que c'est qu'un auteur. Donc, on a un statut commun, mais on le met en débat. Ce qui peut cristalliser un réseau, c'est un fait, un événement. Quelque chose se passe, sacré scandale, on en discute, et un réseau se forme à partir de là. Les polémiques de Pétrarque, la publication des textes de Montreuil sur le roman de la Rose, etc. Mais il peut exister, et c'est ça qui va m'intéresser avec Charles d'Orléans, en fait, des groupes sociaux qui développent ce qu'on pourrait appeler une sociabilité d'écrivains. C'est-à-dire que l'écrivain va parfois se révéler, fonctionner, circuler
dans des groupes sociaux qui viennent l'entourer d'autres écrivains et qui viennent l'aider à construire son œuvre à plusieurs. Alors cette sociabilité de groupe, on la trouve dans les villes, et on la trouve, il y a des réseaux d'écrivains dans les villes, et on la trouve dans les cours. Dans les villes, on va trouver ces réseaux d'écrivains. Alors je prends ici un exemple du XVe siècle, mais on pourrait en trouver d'autres à d'autres époques, notamment dans ce qu'on appelle, ces associations qu'on appelle les puits. Ça s'écrit P-U-Y-S, pas comme un puits d'où on tire de l'eau, d'accord, hein, bon. Mais les puits, le mot latin qui a donné le mot puits, c'est le mot podium. Podium, d'accord. Donc, l'estrade sur laquelle on monte pour réciter une poésie, faire un spectacle, recevoir un prix, etc. C'est quoi un puits? C'est une association d'écrivains. Ces associations se retrouvent d'une manière régulière dans des villes. Alors, l'un des grands puits du XVe siècle, c'est celui de, enfin, qu'on va retrouver jusqu'au XVIIe, c'est celui de Rouen, par exemple. Donc, ces associations rassemblent des gens qui sont pas forcément uniquement des écrivains professionnels. Il y a des écrivains amateurs, monsieur le maire, le curé, le maître d'école, enfin, vous voyez, bon, ce genre de choses. Donc, ce sont des associations qui se retrouvent et qui vont faire de la littérature sous forme de concours. Donc, on se donne un thème, la louange à la Vierge Marie, voilà. Et vous avez le meilleur prix pour la meilleure poésie, le meilleur prix pour la meilleure pièce de théâtre, le meilleur prix pour le meilleur texte, ceci, cela. Vous avez tout un tas de prix autour de ce thème. Et chaque personne écrit des textes, on juge, il y a un jury, on juge quel est le meilleur, et chacun reçoit ou ne reçoit pas un prix. Alors, ces associations vont former des réseaux locaux, tous les Rouennais un peu intellectuels participent au Puy de Rouen, mais aussi des réseaux nationaux. Le Puy de Rouen, le concours du Puy de Rouen est extrêmement prestigieux dans toute la France, et tout au long du XVe et du XVIe siècle. Quand on veut être poète et montrer qu'on l'est, on participe au Puy de Rouen. Clément Marot, par exemple, au XVIe siècle, poète sous François Ier, va participer à plusieurs reprises au Puy de Rouen, et avoir le premier prix de poésie. Donc c'est très important, ces réseaux de sociabilité. Ça, c'est l'intérieur des villes. Charles d'Orléans, lui, n'est pas un poète de ville, c'est un poète de cour. Et il existe des associations littéraires dans les cours. En particulier, au moment où lui commence sa carrière, une association qui s'appelle la Cour amoureuse du roi Charles VI, qui est mise en place, donc, en fait, j'ai mis à la fin du XIVe siècle, mais c'est pas vrai, c'est en 1400, exactement, et qui va durer pendant une vingtaine d'années. C'est dans cette association de cour que Charles d'Orléans va être formé à la poésie. Alors, qu'est-ce que c'est que la cour amoureuse de Charles VI? Eh bien, c'est une association qui regroupe des nobles, donc famille royale, grande aristocratie, qui regroupe des fonctionnaires du roi. Jean de Montreuil en fait partie, par exemple, cette cour amoureuse, et comme vous le voyez, cette cour, enfin, comme vous pouvez le comprendre par cette cour amoureuse, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit de la poésie d'amour. On écrit de la poésie d'amour, alors sous forme de concours aussi, et c'est ça qui me paraît intéressant, on écrit des livres collectifs. C'est-à-dire on est auteur à plusieurs, dans une sorte de collaboration. Alors, exemple de ces livres, l'image est très mauvaise et je m'en excuse, ce manuscrit ici qui va comprendre dans les pages suivantes la poésie. Donc, dans ces livres, par exemple ici, cet armoirial, on ouvre ces livres et qu'est-ce qu'il y a? Les armoiries de chacun des auteurs qui ont décidé de participer au concours, donc on les montre leurs petits symboles héraldiques. Puis après, si on tourne les pages, on a le thème. Alors, il y a tel thème poétique, une dame malheureuse en amour, enfin, vous voyez ce type de thème. Et hop, les poésies qui suivent, et qui sont des poésies mises en compétition, les unes avec les autres. De telle sorte que ces livres qui vont être issus de la cour amoureuse de Charles VI vont d'une part donner lieu à des publications collectives, des publications à plusieurs auteurs, et d'autre part vont servir de lieu d'apprentissage à de jeunes écrivains. Et c'est le cas de Charles d'Orléans, qui apprend à écrire de la poésie dans ce cadre de la cour amoureuse, dans d'autres cadres aussi, mais dans le cadre de la cour amoureuse de Charles VI, en participant à ces échanges de poésie. Alors c'est intéressant parce que, du coup, Charles d'Orléans, qui a appris à écrire
dans ce cadre collectif, qui a appris à être auteur avec d'autres, en réseau avec d'autres, va faire la même chose lorsque il va rentrer de son long exil en Angleterre. Vous savez que Charles d'Orléans, jusqu'en 1415, vit en France, est un des membres de la famille royale française. En 1415, il est fait prisonnier à la bataille d'Azincourt par les Anglais. Il est amené en Angleterre, il va rester 25 ans en prison là-bas. Et puis, lorsqu'il rentre, en 1440, il a 45 ans, 25 ans qu'il est parti à 20 ans, il rentre à 45 ans, il s'installe, il est duc d'Orléans, comte de Blois, il s'installe au château de Blois, vous pouvez voir aujourd'hui si vous visitez Blois, et pendant 20 ans, à peu près jusqu'à sa mort, il meurt en 1465, il va animer autour de lui une cour littéraire, c'est-à-dire qu'il va refaire une cour amoureuse, où il va inviter à des écrivains, tous les écrivains de son temps en fait, à participer. Alors, il les invite à participer, et je voudrais m'intéresser à ces formes de participation. Il les invite à participer de manière très concrète. D'abord par des invitations. Donc il invite tous les grands écrivains du temps, qui reçoivent des invitations, ils viennent à la cour, ils sont reçus, logés, nourris pendant quelque temps, et Charles leur propose d'écrire sur son album de poésie personnelle. Parce que Charles est un homme qui aime les beaux livres, et il aime écrire ses propres livres. Et il va donc écrire sa propre poésie dans un manuscrit. Donc il fait plusieurs manuscrits naturellement, mais il y en a un qui est aujourd'hui à la Bibliothèque de Paris, alors qui est extrêmement célèbre, le 25 458, qui est le recueil personnel du duc, qu'on appelle aujourd'hui son album, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que cet album ? C'est tout simplement son manuscrit personnel, dans lequel il écrit sa poésie, et dans lequel il invite à participer d'autres auteurs. Alors, comment il fait pour les faire participer ? Sur quoi peuvent-ils écrire ? Alors, d'abord, très matériellement, sur quoi écrivent-ils ? Ils écrivent sur les pages de l'album du duc, sachant que le duc écrit ses propres poésies à la main. Alors, une partie, en tout cas, de ses poésies. Il écrit le titre, il écrit parfois certaines poésies, d'autres, il les donne à des copistes, puis il laisse des petites pages blanches. Il écrit en rondeau, en rondelle, comme ça. Puis parfois, là, la page est entièrement remplie, mais parfois, il laisse une demi-page blanche. Et cette demi-page blanche, il va la proposer à un écrivain. Voulez-vous écrire quelque chose sur mon album ? C'est très prestigieux d'être invité par le duc d'Orléans à écrire quelque chose sur son album. Et alors, comment il fait ? Qu'est-ce qu'il fait écrire sur cet album ? Eh bien, il propose aux auteurs d'écrire en s'inspirant de sa poésie. Alors, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que Charles d'Orléans donne ses poésies en modèle et propose aux auteurs de le pasticher, ou de le parodier, mais il n'aime pas trop qu'on le parodie quand même. Donc, il préfère qu'on le pastiche. Alors, je vais vous en donner un exemple dans deux poèmes où Charles d'Orléans, qui sont écrits dans l'album de Charles d'Orléans par lui, où Charles d'Orléans va se mettre en scène, va parler de lui, et après, il va inviter d'autres écrivains à l'imiter et à écrire des poésies sur son modèle. C'est ce qu'on appelle le concours de Blois, ce que j'appelle ici les portraits à la fontaine. Alors, voilà les deux ballades, donc vous les avez, page 43 de votre exemplier. Dans son album, Charles d'Orléans a fait deux autoportraits de lui-même qui commencent par la même image, la fontaine. Et ça commence, on va regarder la ballade 100. Alors, c'est célébrissime, probablement les textes les plus fameux de Charles d'Orléans. Je meurs de soif, en coûte, c'est-à-dire à côté de la fontaine. Donc cette première ballade, la ballade 100, va faire le portrait du duc comme sous les traits d'un personnage insatisfait qui désire quelque chose qu'il ne parvient pas à obtenir. Je meurs de soif près d'une fontaine. Il y a de l'eau, mais je n'arrive pas à la boire. Tremblant de froid au feu des amoureux. Donc, il y a le feu des amoureux, mais moi je ne l'ai pas, et donc j'ai froid. Aveugle suis, je suis aveugle, et si les autres mènent, et pourtant j'amène les autres, c'est moi qui suis le chef des autres. Pauvre de sens, je ne suis pas intelligent, entre sachant l'un d'eux, et pourtant je suis sage, on me considère comme sachant, donc comme sage, trop négligent, en vain son jeu, je suis négligent et en même temps j'arrête pas de penser à des choses, c'est de mon fait une chose faillée, ça veut dire féerique, c'est comme si j'étais sous un enchantement,
en bien et mal, par fortune menée, fortune, le destin, me ballotte, me fait osciller entre le bien et le mal. Donc, premier portrait à La Fontaine. Et ce premier portrait est corrigé quelques pages plus loin par le duc, qui écrit une deuxième ballade qui va reprendre mot à mot ce que lui-même vient d'écrire et le renverser. Je n'ai plus soif, Tari et La Fontaine. Donc, plus de soif, plus de Fontaine non plus. Je suis au chaud, bien échauffé, sans le feu amoureux. Je n'aime plus, je suis bien tranquille au chaud. Je vois bien clair, j'ai retrouvé ma lucidité, je ne suis plus aveugle. Je ne faut qu'on me mène, ce n'est pas la peine de me mener. Et pourtant, folie et sens me gouvernent tous deux. Je suis à la fois fou et sage. En nonchaloir, réveil sommeilleux, je me réveille en dormant et pris dans cette sorte d'indifférence aux passions, qui est le nonchaloir. C'est de mon fait une chose mêlée. Ma vie est décidément faite de mélange, ni bien ni mal, ni du côté du bien ni du côté du mal. D'aventure menée, je vais au hasard. Bon. Donc, deux portraits à la fois contradictoires et qui viennent dire à chaque fois l'instabilité de Charles d'Orléans. Mais ces portraits, il va les donner à une dizaine de poètes, 11 poètes exactement, qui en 1459 sont invités à la cour de Blois. Donc ils viennent, les uns avec les autres, les uns après les autres, et Charles d'Orléans leur dit « Regardez mes ballades à La Fontaine, je vous les donne, et voilà des pages, et vous allez écrire vos poésies. » Donc les poètes vont collaborer dans ce qu'on appelle le concours de Blois. Alors ce n'est pas forcément un concours au sens propre, mais ils vont reprendre le premier vers de Charles d'Orléans, « Je meurs de soif auprès de La Fontaine », et ils vont développer leur portrait à partir du portrait que le prince a fait de lui-même. Donc ils s'affirment auteurs à partir de l'auteur Charles d'Orléans. Parmi ces 11 poètes, qui sont les poètes les plus renommés du temps, il y a François Villon. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que chaque poète est invité à écrire avec sa main son propre poème. Et donc c'est le seul autographe que nous conservons de François Villon. En fait, c'est la seule trace que nous avons de François Villon, la seule trace écrite à part des décrets qu'il condamne à mort pour délinquance, proxénétisme, etc. Bon, voilà. Mais sinon, la seule trace écrite qu'on a de Villon, c'est dans l'album de Charles d'Orléans. Et Villon écrit, c'est page 44, sa ballade du concours de Blois, alors qui commence comme... Donc on s'affirme auteur par les mots du prince. Je meurs de soif auprès de La Fontaine. Donc vous voyez, on reprend le premier vers de Charles. Et après, on va développer des images. Et le portrait de Villon va sortir du portrait de Charles d'Orléans. Chaud comme feu et tremble dent à dent. En mon pays, suis en terre lointaine. Je suis un étranger dans mon pays. Laisse un brasier frissonne tout ardent. Près d'un feu, je frissonne alors que j'ai la fièvre, que je suis tout ardent, tout brûlant. Nu comme un ver, vêtu en président. Donc je suis à la fois nu et bien vêtu. Et alors, très belle image, extrêmement célèbre. Je ris en pleurs et attends sans espoir. L'image du rire en pleurs, je ris et je pleure à la fois. Et attends sans espoir. Confort reprend en triste désespoir. Je trouve de la consolation dans mon désespoir. Je m'éjouis et n'ai plaisir aucun. Puissant, je suis sans force et sans pouvoir. Je suis puissant et pourtant je suis sans force. Bien recueilli, débouté de chacun. À la fois bien accueilli et rejeté par tous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce portrait que propose François Villon, donc dans l'album, il finit par une demande à Charles d'Orléans. Parce que Villon, on voit quand même complètement fou, il n'a pas d'argent. Et il se dit, c'est bien gentil d'écrire sa poésie dans le petit album du duc, mais il aimerait bien être payé. Bon, et éventuellement, il aimerait bien que Charles d'Orléans le prenne à sa cour et qu'il lui donne de l'argent pour être écrivain. Vous voyez, il voudrait bien que Charles d'Orléans soit son mécène. Alors il dit dans son envoi, donc c'est la dernière strophe de la ballade, « Prince Clément », il s'adresse à Charles d'Orléans, « Or vous plaise savoir que j'entends moute et naissance ne savoir. Donc sachez bien que je suis intelligent, mais que je n'ai aucune sagesse. Partial suis, à toute loi commun, je ne réponds qu'à ma propre loi, et pourtant je tombe sous la loi de tous. » Évidemment, c'est aussi une allusion à ces petits problèmes juridiques. « Que fais-je plus? Quoi? Les gages ravoirs, bien recueillis, déboutés de chacun. » Qu'est-ce que je veux de plus? Quoi? Je voudrais bien avoir des gages, c'est-à-dire je voudrais bien avoir un salaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien accueilli, refusé de tous.
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien m'accueillir ou vous allez me refuser? Et vous voyez que du coup, l'album devient aussi un moment où on n'est pas seulement en réseau, mais on cherche à se faire accueillir dans un réseau, qui est le réseau du prince. Et je voudrais vous montrer cette intégration ou cette non-intégration dans le réseau de Charles d'Orléans que vont faire des auteurs pour devenir auteurs eux-mêmes. Est-ce que grâce à Charles, on peut devenir auteur? Et je vais prendre l'exemple de Villon, qu'on vient de voir, et d'Antonio d'Asti. Alors, le premier, François, donc un auteur italien et un auteur français. Donc le premier, l'auteur français, François Villon, c'est cet écrivain, on vient de le voir ici, qui tente d'entrer dans le réseau de Charles. Bon. Invité par Charles d'Orléans, il commence d'abord à écrire, là où Charles lui a demandé, la petite ballade que nous venons de lire, avec une discrète allusion au fait que c'est très gentil, mais ça serait bien si Charles le payait. Et l'invitait, de manière financière, à rentrer dans sa cour. Alors, Charles ne répond pas tout de suite. Il n'a pas tellement envie de donner de l'argent à François Villon. Peut-être qu'il lui en donne, en tout cas, c'est pas assez. Et du coup, Villon va insister. Et il va insister de deux manières. La première manière, c'est qu'il va commencer à écrire des textes de poésie dans l'album du duc, là, sur les pages blanches que le duc ne lui a pas données. Il y avait des pages blanches, des petites parties blanches. Bon. Tout le monde écrit sur la page que donne le duc. Vous écrivez là, vous écrivez là, etc. Villon lui a donné sa demi-page, mais comme Charles d'Orléans ne va pas plus loin, il se met à écrire sur d'autres pages. Alors, il écrit une louange à la fille du duc qui vient de naître. On se dit, bon, ça va peut-être amener de l'argent, etc. Donc, alors, Charles d'Orléans n'est pas très content, hein, parce que du coup, son album ne contrôle plus. Et c'est son livre de poésie où il invite ses auteurs, mais il ne le contrôle plus tout à fait. Et puis, deuxième chose que fait Villon, parce que Charles ne dit rien, il est un petit peu énervé. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il s'est aperçu que Charles avait un petit écrivain qu'il aimait bien et qui s'appelle Frédé. Hein, Frédé ou Fredé, c'est un serviteur en fait du duc, mais le duc aime bien Frédé, puis il s'échange souvent des poésies. Et Frédé, lui, il a le droit d'écrire sur l'album où il veut. Alors Villon décide de détruire Frédé, et de le détruire poétiquement, naturellement. Et donc il se met à écrire des textes contre Frédé, pour montrer que Frédé est nul, qu'il ne sait pas écrire de la poésie, que c'est pas un auteur. Alors que lui, Villon, il sait écrire de la poésie et c'est un auteur. Il y a une bataille de poésie entre ces deux écrivains qui demandent à Charles d'Orléans de les départager. Et Charles d'Orléans est très ennuyé par cette histoire. Et il finit par écrire une poésie qui est très directement adressée à Villon, où il dit que ça suffit, qu'il ne veut plus voir Villon à sa cour. Bon. Et que Villon a mis du désordre dans son livre de poésie et dans sa cour de Blois. Ça va pas du tout. Et donc Villon, il est rejeté du réseau. Il va vouloir trop entrer dans le réseau, vouloir absolument dire « je suis auteur, reconnaissez-moi comme auteur, donnez-moi de l'argent ». Je suis un auteur comme vous, etc. Alors il faut dire que Villon est très ironique envers Charles d'Orléans. Il commence par exemple une poésie comme ça, où il écrit sur une page où il n'avait pas le droit d'écrire, en disant « En ce saint livre, donc dans ce livre sacré, j'écris mon poème au prince ». Et on comprend aussi que c'est pour dire à Charles d'Orléans, et c'est pas la Bible, hein, ton livre. Bon. Donc, alors Charles aime bien jouer, mais là, non. Donc il chasse et Villon disparaît. Villon n'a pas réussi à s'intégrer dans le réseau. Mais il en va autrement d'un autre écrivain, alors beaucoup moins connu, mais que je cite parce que vous allez voir qu'on va rencontrer cet écrivain la semaine prochaine. Et c'est un écrivain italien, alors je ne pouvais pas m'en empêcher, c'est Antonio d'Asti, qu'on appelle aussi Antonio Astenazzo, hein, donc Antonio de la ville d'Asti. Cet écrivain, c'est un humaniste italien qui devient en 1450 le secrétaire du duc d'Orléans. Alors ça peut paraître peut-être un peu bizarre qu'un Italien vienne en France pour devenir le secrétaire du duc, mais Charles d'Orléans, vous savez peut-être, est le fils de Valentine Visconti, héritière de Milan. D'accord ? Donc Visconti de la famille des ducs de Milan, la famille du cinéaste aussi au XXe siècle. Donc Charles d'Orléans est un Visconti. Et en tant que Visconti, il est donc héritier du duché de Milan et du comté d'Asti, donc la ville d'Asti. Quand il rentre en France en 1440, Charles d'Orléans n'a plus d'argent.
et il se dit, une bonne idée pour avoir de l'argent, j'ai qu'à aller en Italie, piller quelques villes, vous voyez, comme ça, et récupérer mon duché de Milan, qui est très riche. Bon. Malheureusement, entre-temps, les Italiens de la salle le savent, la famille des Visconti a été chassée de Milan, c'est une nouvelle famille, les Sforza, qui se sont installés, et Charles d'Orléans arrive avec son armée, et puis il perd, parce que Charles d'Orléans est nul sur les champs de bataille. Il perd tout le temps, c'est absolument affreux. Il est très très bon en poésie, mais alors c'est un guerrier terrible. Et donc, d'ailleurs, il écrit, il ne faut vraiment pas que je me batte, parce qu'à chaque fois je perds, etc. Donc c'est l'échec. Il n'a pas Milan, mais il a Asti, il récupère Asti. Bon. Alors, ça c'est en 1449. Donc en 1449, il récupère Asti, du coup il fait une petite visite, il rencontre les intellectuels d'Asti, et il rencontre Antonio d'Asti, donc Antonio Astenazzo, qui a une grande admiration pour le duc, et Charles lui dit, venez donc en France. Antonio ne parle pas français à ce moment-là. Il dit, venez en France à ma cour, vous serez mon secrétaire, vous êtes humaniste, donc vous écrivez italien et latin, c'est très bien, donc vous serez mon secrétaire pour l'italien et pour le latin. Et Antonio va participer, il va venir, il va apprendre le français, il va participer à la cour de Blois. Or, Antonio est aussi un écrivain en latin. Donc, en 1453, lorsque le duc écrit, lui, son album personnel, Antonio propose au duc d'écrire, de confectionner un recueil des poésies ducales et de proposer à Charles d'Orléans une traduction de toutes ces poésies en latin. Donc, Antonio va traduire toutes les poésies du duc en latin en disant « Vous êtes l'Ovide français ». Donc, en tant qu'humaniste, moi, ce que je fais, c'est que je m'intéresse aux textes antiques, mais je veux aussi vous donner la stature d'un auteur de l'Antiquité. Donc, je vais vous traduire en latin pour que vous soyez aussi éternel qu'Ovide. Charles d'Orléans adore. Et ce recueil que Antonio va faire, il est aujourd'hui à la bibliothèque municipale de Grenoble. Donc, sous la cote U 1091 réserve, et nous le verrons donc la semaine prochaine, et ce recueil, voilà. Donc voilà, en tout cas, sa première page. Donc, c'est un recueil des poésies de Charles d'Orléans, présenté et traduit par Antonio d'Asti. Alors, il commence par un petit prologue, vous voyez que c'est très bien écrit, une belle écriture humanistique. Dans ce prologue, qui est naturellement écrit en latin, Antonio d'Asti explique qu'il a toujours été un grand admirateur d'Ovide, admiratus eram nasonis sepe libellos, j'étais admirateur des livres, des petits livres de Nasonis, donc Ovide, Naso, bon, et qu'il a été fasciné par la proximité d'Ovide et des chansons, des ballades, des textes du prince captif, comme il dit, c'est-à-dire de Charles d'Orléans, Carmina captivi principis. Et que donc il a décidé de proposer une traduction dans ce très beau recueil. Alors c'est une entreprise tout à fait remarquable parce que c'est une entreprise familiale. Antonio traduit en latin les œuvres du duc d'Orléans, on va voir d'ailleurs qu'il ne fait pas que ça, et la copie que vous venez de voir est faite par son frère, Niccolo Astenazzo, qui est un scribe professionnel. Donc c'est la famille de ces deux humanistes d'Asti qui va collaborer pour faire ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le manuscrit de Grenoble, le manuscrit de Charles d'Orléans. Mais ce qui est intéressant, c'est que Antonio ne veut pas seulement être traducteur, parce que c'est pas très rigolo, mais il va profiter du recueil de Charles pour insérer aux marges du recueil ses propres poésies à lui, Antonio. Alors il écrit des petites poésies, mais il écrit en latin. Essentiellement, il n'écrit pas en italien. Il écrit essentiellement en latin. Il écrit des petites poésies de circonstances, alors sur la mort du roi de France, sur le duc de Milan, enfin, vous voyez ce genre de choses, des petites poésies d'amour à la manière d'Ovide, etc. Et il ne se fait pas son propre recueil. Il écrit ses poésies à la fin des poésies de Charles. Il y a une petite section Antonio d'Asti dans le recueil des poésies. Et c'est une manière très maligne parce que, en fait, il constitue Charles l'Ovide français en auctor antique. C'est comme si Charles était un auteur de l'Antiquité. Et puis lui, dans les marges du livre, hop, il met sa propre poésie. C'est-à-dire qu'il se fait auteur dans les marges de Charles, en quelque sorte. Et c'est une relation absolument incroyable entre l'humaniste italien et le poète français.
au fond. Alors, le manuscrit de Grenoble, c'est un manuscrit qui a été, j'en dis un mot puisqu'on va le voir, c'est un manuscrit qui a été, qui aujourd'hui, en fait, est tout à fait oublié chez les spécialistes de la littérature européenne du XVe siècle, et c'est bien dommage. Il est oublié aujourd'hui parce que c'est un manuscrit qui ne contient pas toutes les œuvres de Charles d'Orléans. Contrairement à l'album personnel du duc, où il a écrit jusqu'à la fin de sa vie ses œuvres de sa propre main, le recueil d'Antonio, qui se trouve donc maintenant à Grenoble, s'arrête en 1460, donc il ne contient pas les dernières poésies, tout simplement parce qu'Antonio est rentré en Italie et que, voilà, il s'est arrêté à un moment. Donc c'est un recueil incomplet, et c'est pour ça qu'il n'est plus utilisé aujourd'hui. Néanmoins, ce recueil a été la base des premières éditions modernes de Charles d'Orléans au XIXe siècle. Ça a été sur ce manuscrit que Pierre-Victor Chalvet, en 1803, a donné la première édition, donc depuis le XVe siècle, des poésies, ou le XVIe, des poésies de Charles d'Orléans, qui a été suivie en 1842 par l'édition d'Aimé Champollion-Figeac. Tous ces gens-là sont en fait les bibliothécaires municipaux de Grenoble au cours de la première moitié du XIXe siècle. Et c'est des éditions qui sont essentielles parce que ce sont dans ces éditions-là que Charles Baudelaire, par exemple, que Gérard de Nerval, et plus tard, pratiquement qu'Arthur Rimbaud, je pense qu'il les lit encore, ils lisent tous ces gens-là qui vont s'inspirer de Charles d'Orléans, lisent Charles d'Orléans dans ces éditions du manuscrit de Grenoble, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis à la fin du XIXe siècle, un autre éditeur qui s'appelle Pierre Champion s'intéresse au manuscrit de Paris, donc à l'album qu'on a vu tout à l'heure, et il découvre ce qu'on n'avait pas vu jusque-là, que le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de Paris est un manuscrit qui est écrit de la main de Charles d'Orléans, que c'est le manuscrit personnel. À partir de là, comme on est au XIXe siècle et qu'on a une image de l'auteur comme l'auteur singulier qui écrit de sa main, qu'on a une image de l'auctorialité qui est liée à une personne, on va préférer le manuscrit de Paris et on va oublier le manuscrit de Grenoble. Et toutes les éditions de Charles d'Orléans au XXe siècle, y compris celles qui se passent maintenant, sont toutes faites sur le manuscrit de Paris, parce qu'on dit que c'est un manuscrit qui a été écrit par Charles. Donc c'est l'auteur, c'est lui. Et même il y a souvent des éditions, alors maintenant de moins en moins, mais qui n'éditent pas les textes des autres. Ils n'éditent pas les textes de Villon, ils n'éditent pas les textes des poètes, que Charles. Parce que c'est l'auteur qui, pendant 19e et 20e siècle, c'est lui qui est le propriétaire de son œuvre. Bon. Je pense qu'avec la nouvelle pensée de l'auteur qu'on a aujourd'hui, l'auteur en collaboration, l'auteur wiki, c'est-à-dire voilà, les médias collaboratifs, l'auteur en interaction avec d'autres auteurs, je pense que, enfin en tout cas c'est un appel que je lance, mais il est temps de revenir à ces réflexions sur l'auteur en interaction. Aujourd'hui, les nouvelles éditions de Charles d'Orléans réintègrent les poésies de François Villon, les poésies de ces écrivains qui ont écrit dans l'album du Duc. Je pense que ça serait très intéressant. Il y a franchement presque une thèse à faire là-dessus, de revenir au manuscrit de Grenoble pour essayer de voir comment il y a une collaboration qui se passe dans cet espace du manuscrit entre deux figures d'auteurs qui sont les deux grandes figures d'auteurs du XVe siècle, qui sont l'humaniste italien et le poète français. L'humaniste qui va traduire le poète, mais qui en même temps va se construire comme auteur. Antonio écrit sa poésie dans les marges de la poésie de Charles d'Orléans. Donc, il n'y a jamais eu d'édition du manuscrit de Grenoble avec les traductions latines et les poésies d'Antonio d'Asti. Donc moi, ce que j'aimerais par exemple savoir, c'est est-ce que dans ces traductions latines, Antonio d'Asti transforme Charles d'Orléans en Ovide. C'est très intéressant de voir si le latin, la traduction latine qu'il propose, se rapproche de l'écriture d'Ovide, est-ce qu'il transforme l'auteur Charles en auteur Ovide, je ne sais pas du tout, parce que personne n'a jamais travaillé ces textes. En fait, ils ne sont pas édités, tout simplement. Il faut aller voir le manuscrit pour savoir. Alors, on verra la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez une petite idée de la chose. Mais je pense que c'est peut-être... enfin, voilà, au début du XXIe siècle, on va peut-être revenir à ce manuscrit de Grenoble, parce qu'il nous montre une vision de l'autorialité, de ce que c'est qu'être auteur,
qu'on n'avait pas aperçu jusque-là. Et c'est l'engendrement d'un auteur par un autre. Un auteur qui naît d'un autre auteur, en collaboration ici entre ce qu'on pourrait appeler l'éditeur et traducteur de Charles d'Orléans, Antonio, et le poète duc Charles. Voilà, si ceci vous donne des idées pour de futures recherches. Non, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Alors je termine, voilà, j'ai terminé sur ce point. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques.